Bonjour à tous, c'est la 27e édition de Nicolas décrypte l'actu. Alors vous connaissez maintenant les usages. Si vous voulez poser une question, vous écrivez dans commentaires. Vous pouvez partager, appuyer sur j'aime et puis la petite sonnerie si vous voulez être averti des prochaines émissions. Aujourd'hui, j'ai un invité. Oui, en ce 20e anniversaire du 11 septembre, au moment où il y a le procès surréaliste du 13 novembre, j'ai pensé qu'il fallait prendre un peu de recul avec un géopolitologue, un professeur d'université, un expert, Alexandre Delval. Vous le connaissez sans doute, vous avez lu ses livres. Il vient d'en publier un avec Jacques Sopelsa qui s'appelle Mondialisation dangereuse, et je vous le recommande vivement. C'est un excellent livre chez l'Artilleur. Alors, à tout de suite pour écouter Alexandre Delval. Je vais lui poser des questions en votre nom. Bonjour Alexandre Delval, merci d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Votre livre est à lire, parce que vous embrassez la mondialisation, les défis de notre siècle, et je le recommande vraiment, et j'ai voulu qu'aujourd'hui vous puissiez nous dire quelle était votre vision des défis du pays. Nous sommes à 6 mois d'une élection présidentielle où le destin de la France va se jouer. Vous n'êtes pas là pour me soutenir, je précise de le dire, parce que je n'oserais pas le dire. Vous n'êtes pas là pour servir la soupe, vous êtes là parce que je crois que les Français attendent un peu de hauteur de vue et qu'on prenne un peu de recul. Alors j'ai envie de vous dire pourquoi vous avez écrit ce livre, d'abord, première question. Et sur l'actualité, parce que on a des questions qui arrivent par internet de la semaine dernière et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont, je pense, vous permettre de préciser votre pensée ou du moins de nous la faire partager. Pourquoi ce livre d'abord ? Alors, ce livre, il vient de quelque chose d'assez personnel, mais vous allez comprendre puisque vous avez probablement lu les ouvrages du général Pierre-Marie Gallois, qui était l'initiateur de la force de frappe nucléaire française, de la dissuasion du faible au fort, le grand stratège, grand résistant, qui est allé à Londres avec Raymond Aron, De Gaulle, qui a bombardé Dresde, qui est devenu un des grands conseillers de Gaulle pour le nucléaire, et qui à la fin de sa vie, les 30 dernières de sa vie, sa retraite durait très longtemps, parce qu'il avait jusqu'à 100 ans. Je l'ai connu, je me souviens. Et voilà, et les dernières années de sa vie, il a animé des chroniques régulières. C'était incroyable à son âge, je le rencontrais régulièrement, et il décryptait toute l'actualité, il lisait 4 langues, 4 journaux de 4 langues différentes chaque matin. Il avait, j'ai rarement vu un esprit aussi puissant et longévité, et il m'a tellement appris en géopolitique, j'ai eu l'honneur d'être un de ses disciples, il m'a préfacé mon premier ouvrage, et un jour un autre maître, Jacques Sopelsa, ancien président de la Sorbonne, qui a eu l'unique chaire de géopolitique, vient me trouver et il me dit: nous devrions faire un livre ensemble, car nous sommes tous les deux des amis, et nous regrettons tous les deux le général Gallois, dont on peut difficilement envisager une altérité aujourd'hui, ou une continuité, tellement qu'il était hors norme. Et donc ce livre est dédié à la mémoire du général Gallois, qui a été chevènementiste, ancien résistant, mais aussi proche de tous les patriotes de droite. Tout à fait, je me souviens de lui. Pour moi, c'est un exemple parce qu'il a montré que la géopolitique n'est pas politiquement correcte, sans être non plus pour l'extrême. Il était très mesuré. C'est un homme mesuré, mais il pensait que la patrie, c'était pas par engagement politique, elle était nécessaire car c'est l'unité de la géopolitique. C'est la seule unité de la géopolitique qui peut avoir la souveraineté, donc où il peut y avoir du droit, justice, donc de la démocratie, et donc son patriotisme découlait directement d'une analyse de la géopolitique, car la géopolitique c'est l'étude des pouvoirs sur des territoires, mais l'unité de base de la géopolitique c'est l'État-nation. Et donc c'est comme ça que moi-même je suis devenu patriote, c'est-à-dire par la méthode géopolitique, pas par l'engagement militant. Il m'a beaucoup appris aussi sur les relations entre les États-Unis et l'islamisme, et j'ai écrit mon premier livre après avoir lu le sien. Il avait écrit un petit pamphlet, il savait écrire aussi des gros ouvrages, Le Soleil d'Allah aveugle l'Occident, où il dénonçait l'aveuglement des Occidentaux sur l'islamisme, notamment le soutien des Américains aux pires islamistes, y compris après la fin de la guerre froide. J'avais voulu en faire un livre, c'est lui qui m'a édité aux éditions L'Âge d'Homme, donc j'ai énormément de reconnaissance envers lui. Et ce livre, j'allais dire, c'est la continuité, puisque vous parlez du 11 septembre, des 20 ans du 11 septembre, mais je me rends compte qu'après 20 ans de guerre soi-disant contre la terreur,
De 30 ans après la guerre froide, on en est au même point. En Syrie, l'Occident soutient des islamistes contre un régime laïque. En Irak, on a défait un État laïque pour faire surgir d'un côté des pro-iraniens chiites, de l'autre côté Al-Qaïda, qui est devenu ensuite l'État islamique. En Afghanistan, on négocie le retour des talibans après 20 ans de guerre totalement inutile contre eux et 2000 milliards de dollars dépensés. En ex-Yougoslavie, on a fait de la Bosnie, du Kosovo, des États mafieux islamistes en même temps, pour détruire un État allié de la Russie qui était l'ex-Yougoslavie post-soviétique. Enfin, dans les années 90, on l'explique pour les auditeurs, les communistes yougoslaves qui n'étaient pas pro-soviètes se sont rapprochés tout à coup de la Russie. Et c'est là que les Américains ont voulu démanteler l'ex-Yougoslavie. Ça avait beaucoup marqué le général gallois, mais tous ces conflits, Kosovo, Bosnie, Irak, on pourrait rajouter Libye, puis Syrie bien sûr, dans tous ces conflits, l'Occident fait le jeu directement ou indirectement contre les États souverains. Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses dans ce livre. D'abord, je veux lire, vous mettez en exergue au début une phrase d'Antonio Gramsci: « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Je ne connaissais pas cette phrase qui est magnifique, effrayante et magnifique. Alors, les monstres, pour vous, dans le monde d'aujourd'hui, et on va prendre par ordre, si vous voulez bien. Donc, quels sont-ils ? Alors, et comment y répond la France ? Oui. Double détente. Mais déjà, voilà, les monstres. Dressons déjà un panorama. Absolument. Dans le sens de Gramsci, quels sont les monstres ? Voilà. Alors, Gramsci dit monstre. Nous, en géopolitique, on dira plutôt le rapport ami-ennemi, comme dit Julien Freund. Hein, vous savez, l'équivalent français de Carl Schmitt, mais il était plus respectable parce qu'il était résistant. Julien Freund, je préfère le citer lui. Et dans ses ouvrages de philosophie politique, il parle de l'ami et de l'ennemi. L'ami n'étant pas, bien sûr, mais celui qui a des intérêts convergents. Aujourd'hui, il y a des États qui ont des intérêts convergents et d'autres qui ont des intérêts divergents. C'est normal, jusque-là, on n'a même pas à juger moralement, mais le problème, c'est que le politiquement correct et le postulat mondialiste des Occidentaux, dont la France, et c'est pour ça qu'on a parlé de la mondialisation dangereuse, nous invite aujourd'hui à ne pas voir la mondialisation comme un champ de concurrence entre puissances, mais on en a une lecture idéaliste, mondialiste. Le mondialisme est une idéologie qui pose le postulat de la destruction des souverainetés comme si c'était un bien. Mais ça, alors que les souverainetés sont les seules conditions pour résister aux monstres. Absolument. Elles nous protègent des monstres. Bien sûr. Les monstres, vous avez raison quand même de l'employer ce mot, même si c'est pas le mot de la géopolitique. On parle des mafias. Les mafias transnationales, il y a tout un chapitre sur les mafias transnationales. Elles adorent la mondialisation. Et j'ai bien connu l'homme qui a fait tomber la mafia Cosa Nostra en Sicile, le maire de Palerme, qui n'est pas du tout de mon bord, qui est plutôt presque... C'est un homme on ne peut pas lui enlever, il a mené dans les années 80-90 toute la lutte contre la mafia à l'époque où c'était très risqué, les Luca Orlando. Et il me disait toujours, à chaque fois dans toutes ses analyses, on a parlé des heures ensemble, il disait la mondialisation, c'est ce que préfèrent les mafieux. Les mafieux adorent l'abolition des frontières, ils adorent la dérégulation, cher à Thatcher et à Reagan des années 80, qui a ensuite entraîné le drame de l'économie mondiale et de la finance et même les subprimes, ses conséquences. Donc voilà, la mondialisation, elle profite aux voyous, elle profite aux délinquants, elle profite à l'islamisme. L'islamisme est foncièrement transnational, il a horreur des frontières lui aussi. Elle profite aussi aux multinationales rapaces qui veulent ubériser la société, qu'un grand philosophe italien appelle les auteurs du precariato, le précariat. J'aime bien cette expression, prolétariat, précarisé. Bien le sûr. Précariat, c'est l'ubérisation, ça veut dire qu'on sera tous des auto-entrepreneurs. À vélo, comme dans Paris, où la Bobo Hidalgo s'occupe davantage des mauvaises herbes autour des arbres que des pauvres gens qui sont à vélo à tirer des... Je vois ça en ce moment, ça va vous paraître anecdotique, mais c'est tout à fait symbolique du précariat. Oui. Je vois ces jeunes, et j'ai vu hier une femme d'un certain âge livrer des denrées à vélo, épuisées, et pour les bobos. C'est l'idéal de nos bobos, des gens qui vont gagner des esclaves. 1 200 € par mois en travaillant 12 heures par jour et en étant crevés. C'est l'idéal de l'ubérisation. Donc ces multinationales, il faut les assimiler. Bien sûr, il y a des multinationales intéressantes, mais beaucoup de multinationales, elles ne veulent pas payer d'impôts, elles ne veulent pas jouer le rôle, le jeu de l'État-nation, et elles ont tout intérêt à promouvoir un mondialisme. C'est pour ça que je dis que l'idéologie mondialiste, nous l'expliquons dans ce livre, il ne faut pas
croire que ça vient que de la gauche. Il existe aussi une gauche patriotique. Moi, j'ai bien aimé comment il s'appelle, Chevènement quand j'étais jeune. Donc, il existe une gauche patriotique. Et croire que le mondialisme, ça vient de la gauche mondialiste qui est celle plutôt du courant trotskiste qui a ensuite infiltré toute la gauche, certes. Mais le mondialisme a aussi une source de droite, c'est les multinationales, c'est les intérêts du grand capital international que j'oppose à l'entrepreneur enraciné. Moi je suis pour le capitalisme libéral de l'entrepreneur enraciné qui respecte sa nation, qui a un siège social. Alors, mais les multinationales, elles veulent... Voilà, donc on a parlé, j'essaye de... Oui. Les mafias, l'islamisme, les multinationales, oui. Pour vous, et puis le problème de la Chine. Alors le problème de la Chine... Vous l'abordez. Alors pratiquement 80% du livre, la Chine est en filigrane. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, je vais commencer là-dessus, nous on l'analyse comme la preuve d'un mondialisme. La preuve qu'il faut faire le village mondial. Les Chinois n'ont pas du tout la même lecture. Bien sûr. Pour les Chinois, la mondialisation c'est un outil d'exportation qui leur permet d'écraser, de désindustrialiser, ou plutôt de profiter de la désindustrialisation et de les inonder de leurs marchandises. Et de les rendre prisonniers. Totalement dépendants. On l'a vu avec l'Australie récemment, qui avait subi un embargo terrible de produits chinois, et du coup elle a eu très peur de la Chine, d'où le rapprochement avec l'Amérique, qui malheureusement a été payé très cher par la France. Donc vous voyez, tout est lié. La mondialisation, la Chine en profite, et nous en sommes les dindons de la farce. Alors, on a tracé la perspective. Je voudrais qu'on revienne, le temps passe. On va faire plusieurs domaines, si vous voulez bien. Moi, j'aimerais qu'on parle islamisme, oui. Le défi. J'aimerais ensuite qu'on parle Asie. Oui. Et à chacun des domaines, la réaction de la France. Sur l'islamisme, vous savez que depuis des années, je suis à la Commission des Affaires étrangères. À chaque commission, chaque année, je refais mon petit discours sous le regard condescendant sur ce que je ferais, enfin ce qui me paraît évident, c'est-à-dire de renouer des relations avec la Russie, de rouvrir notre ambassade en Syrie, d'arrêter cette politique de folie française, d'alignement, de fermer les mosquées en France qui prêchent la haine. Donc, évidemment, on me regarde comme si j'étais... ça me paraît évident, mais je dis ça de manière très large. Vous, si on reprend aujourd'hui, vous aviez écrit un livre que j'ai posé là, tiens, si vous pouvez me le passer, qui mérite vraiment d'être lu, qui est un autre livre chez Artilleur toujours, qui s'appelait « Le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde ». Ce livre, il est très important. C'est de quand d'ailleurs ? C'était 2020. Ce livre est fondamental parce que si on ne l'a pas lu, on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, j'aimerais que vous me parliez déjà comment, aujourd'hui, on en est où un an après ? La naïveté française, si vous deviez m'expliquer ou expliquer à nos auditeurs en 5 minutes, oui, alors, comment vous voyez les choses, où on en est ? Je pense qu'en fait c'est assez simple et j'ai quand même de l'espoir. Nous pourrions lutter contre cette menace, mais comme vous l'avez justement dit, il faudrait interdire toutes les mosquées salafistes, mais pas que salafistes. Moi, j'ai évalué 4 ou 5 grands pôles de l'islamisation, le salafisme, le mouvement Tabligh, un mouvement pakistanais qui est extrêmement intégriste, qui incite à la non-intégration. Bien sûr, les frères musulmans, qui sont la matrice de l'islam politique et de l'islamisme politique. Le créateur d'Al-Qaïda était un ancien frère musulman. Bien sûr, on peut rajouter aussi des pôles ultra-conservateurs turcs, Millî et Erdogan, parce que les deux sont différents. Millî et Erdogan sont concurrents, et on pourrait rajouter aussi d'autres formes d'islamisme, d'autres courants, notamment celui qui est très sous-estimé, les Marocains. Les Marocains ont un gros double jeu. Les Marocains ont l'air d'un... C'est un pays modéré, et on les met souvent au même niveau que les Algériens, les Algériens et les Marocains. Faux. La seule mosquée relativement modérée en France aujourd'hui, et j'étais très proche d'Ali Boubaker, tout à fait, que je qui vous appréciez d'ailleurs, et qui appréciait aussi Jean Pasqua, et qui appréciait aussi Chirac. Bon, peut-être que c'était l'imam de droite, je ne sais pas. Mais en tout cas, Boubaker était pour un islam qui véhicule un respect envers la France et ses institutions. Aujourd'hui, l'islam marocain n'est pas du tout dans ce registre. Alors, ils font croire qu'ils sont respectueux, parce qu'ils n'appellent pas la violence, mais ils incitent leurs citoyens
à ne jamais s'intégrer à la France. Le discours dans les mosquées marocaines qui sont liées au ministère du culte marocain, on apprend à ne pas s'intégrer. Donc vous voyez, on a soit des intégristes extrêmement dangereux, frères musulmans, tabliques, salafistes ou turcs ou Erdogan et compagnie, soit des ultra-conservateurs qui ont en gros les mêmes références chariatiques que les ultra-intégristes, mais qui eux font croire qu'ils sont des amis et ils sapent nos intérêts. Mais tous ces pôles, pour résumer, distillent une non-intégration, ce que j'appelle la désassimilation. Même extérioriser les désassimilations. Comment on fait concrètement? Eh bien c'est très simple, on interdit tous les pôles de l'islamisme politique liés à ces structures mondiales ou à ces États qui dispensent un islam contraire à nos valeurs et à nos lois, et on fait un islam de France avec des imams compatibles avec la République. Et c'est parfaitement possible, il y en a comme Chalgoumi, et ça on pourrait le faire. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que nos hommes politiques soit sont compromis, certains, vous le savez très bien, au Qatar ou ailleurs, au Maroc ou au Liban, on a même des chefs d'État qui ont été entretenus par des milliardaires saoudo-libanais, on imagine leur lien avec l'Arabie Saoudite. Quand on est entretenu par un milliardaire saoudien et libanais, parce qu'il a deux nationalités, on ne risque pas d'être trop critique vis-à-vis du salafisme. Et donc ça, déjà, la compromission. Deuxièmement, le politiquement correct, parce qu'on n'ose pas, regardez Ramadan. Tariq Ramadan, pendant des années, on n'osait pas parler des histoires de viol que tout le monde savait, parce qu'on ne voulait pas susciter le racisme. En Angleterre, il y a eu un procès de centaines d'imams pakistanais qui a été mis sous silence pendant des stigmatiser les musulmans pakistanais, et du coup on a couvert des réseaux de pédophilie horribles avec des dizaines et des dizaines de femmes qui ont été violées. C'est une affaire très connue en Angleterre. Donc le politiquement correct a beaucoup joué, on a donné systématiquement des excuses, et bien évidemment il y a aussi une autre raison qui est très grave. Les frères musulmans se sont fait passer depuis des décennies comme l'islamisme qui empêchera le djihadisme. En gros, accepter l'islamisme politique, certes on va saper un peu vos valeurs, mais on le fera sans appeler à la guerre. Et si vous nous faites confiance et vous nous confiez vos quartiers, il y aura un muslim vote. Vous nous donnerez un droit de séparatisme localisé, et en échange, on appellera à voter. C'est pour ça que même la droite, j'en ai parlé très franchement à Valérie Pécresse, que j'estime beaucoup, je lui ai dit ce que j'en pensais. Elle a reconnu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs faites dans la droite classique. Même la droite classique a inauguré beaucoup de tout à fait salafistes, frères musulmans. Notamment dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Alors vous savez pas. L'organisation UAM 93 a diffusé dans des mosquées des Yvelines la vidéo où on appelait à punir Samuel Paty. Et de là à commettre un meurtre, il n'y a pas grand pas, parce que si vous dites que cette personne est un blasphémateur, sachant que la charia enseigne, dans les mosquées françaises, on enseigne que la charia punit de mort les blasphémateurs. Quand vous dites quelqu'un est un blasphémateur ou un apostat, c'est comme si vous le condamnez à mort. Ceci est absolument inacceptable. Donc vous voyez, on pourrait agir, on fait l'islam à la française et on interdit la charia en France. C'est ce que j'avais proposé. J'ai posé une proposition de loi sur l'interdiction de l'idéologie politique islamiste, qui reprenait d'ailleurs une proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet. De même, vous avez vu l'affaire de la charte, j'avais proposé à la présidentielle de 2017 cette charte, Macron l'a faite, mais il n'en tire aucune conséquence, puisque les trois organisations qui ont refusé de signer la charte continuent leur vie. Donc à quoi sert une charte si continuent leur vie comme avant? C'est ahurissant. À sa décharge, Macron est l'homme qui, parmi tous ceux qui n'ont rien fait, est le seul qui a fait un tout petit peu. Je m'explique. Sa loi sur le séparatisme, devenue conforter les principes républicains, j'en parle avec Madame Eustache-Brignot, que vous connaissez, qui est quand même très courageuse, cette sénatrice LR, c'est la loi qui a le plus désigné l'ennemi. Mais le grand paradoxe, on désigne l'ennemi pour la première fois, Erdogan, les frères musulmans, les salafistes, le Midi-Gueluche, mais on confie à ces mêmes ennemis, membres du CFCM, la mission de faire un islam de France qui lutterait contre... C'est comme si vous dites à un fasciste de lutter contre le fascisme, ou vous confiez à Krivine la lutte contre le trotskisme. C'est ça le problème. Donc la loi, elle est dans un bon sens dans la description du mal, mais elle a confié à ces mêmes personnes, parce qu'il faut savoir que le Conseil français du culte musulman a toujours en son sein le Midi-Gueluche, les frères musulmans. C'est hallucinant. Et c'est à ce CFCM qu'on a confié la tâche de dépasser des frères. C'est quand même assez ahurissant. Et donc... pour vous, il faut bien sûr la dissolution de l'organisation de l'ancien
qui s'appelle maintenant Musulmans de France. Alors, Musulmans de France. J'ai une suggestion là-dessus, parce que souvent on nous dit, même mon ami le juge Fenech, parfois il me disait c'est difficile d'interdire le salafisme et les frères musulmans. Et moi je pense qu'on pourrait le faire. Il y a un lien avec le nazisme évident. Dès lors qu'on sait que les organisations islamistes, moi j'ai beaucoup épluché l'idéologie du Miligush, d'Erdogan, des frères musulmans, des salafistes et du Tabligh. Pratiquement tous ont une véritable proximité avec le nazisme et un antisémitisme complotiste absolument obsessionnel. Et pratiquement dans toutes les mouvances islamistes, même soi-disant modérées, on retrouve l'obsession du judéo-maçonnique, c'est-à-dire l'idéologie d'Hitler. Vous savez qu'Hitler est devenu ce qu'il est après avoir lu les protocoles de Sage de Sion, et il est devenu ce qu'il est parce qu'il pense qu'il y a un complot judéo-maçonnique. Donc l'ADN de l'islamisme est le même, foncièrement antisémite, le même ADN que celui des nazis. Sauf que l'un prône la supériorité de la race blanche. Les juifs, et donc on pourrait les comparer, et de même qu'on a interdit l'idéologie nazie, on peut interdire le suprémacisme islamiste. Sur les conséquences internationales, pour vous, l'urgence, si on veut régler au Moyen-Orient, c'est reprendre des relations, bien évidemment, avec la Syrie. Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? On a une preuve aussi. L'attentat du Bataclan et des terrasses et du Stade, parce que c'est les trois. N'oublions pas que si nous avions lu attentivement la liste des terroristes francophones qui nous avait été donnée par le chef des services des Mukhabarat syriens, remis au chef des services secrets internes français, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu le Bataclan parce qu'on nous avait prévenu qu'il y avait des centres d'entraînement de djihadistes francophones. À l'époque, tout ce qui venait de la Syrie était absolument irrecevable. C'est très grave. Et d'ailleurs, la preuve que ceci est vrai, c'est qu'ensuite, Hollande a fait un petit peu marche arrière et il a commencé à des francophones qui étaient dans ces fameux camps que la Syrie avait indiqués. Et donc c'est très grave. Notre pudibonderie géopolitique qu'a caché ce sein que je ne saurais voir, et on fait plus moraliste que le moraliste, tant contre la Russie que contre la Syrie. Ces deux pays auraient pu nous aider dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est extrêmement grave. L'Espagne, par exemple, qui n'est pas une dictature, elle a toujours maintenu ses ambassades en Syrie. Donc, c'est pas l'apanage des dictatures. L'Espagne, je ne savais pas ça. L'Espagne n'a jamais voulu retirer ses représentations consulaires et ses ambassades. Est-ce qu'il y a un autre pays d'Europe? Elle les a réduits au minimum, mais elle ne les a pas supprimées. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres pays occidentaux. Il faudrait que je regarde. Je savais pas. Avec un diplomate espagnol. Donc, vous avez raison. Le réalisme, ça ne veut pas dire qu'on soutient. Mais bien évidemment. Mais la sécurité nationale, c'est quelque chose de sérieux. Et l'ennemi, c'est ce que j'explique dans tous ces livres là que j'ai écrits récemment. L'ennemi, c'est pas celui qui est méchant, qui se comporte mal, c'est celui qui nuit à nos intérêts. La Syrie, on peut la condamner moralement, mais elle ne nuisait pas aux intérêts français. Au contraire, bien qu'étant une dictature horrible, comme pour combattre le nazisme, on s'est allié avec les communistes, et bien pour combattre l'islamisme, on aurait pu, peut-être pas s'allier, mais en tout cas collaborer au niveau de l'échange d'informations avec les Syriens et bien sûr les Russes. On a parlé beaucoup du défi sur le Sahel. Ah oui. Comment vous voyez les choses? Sur le Sahel, parce qu'on est de la direction du renseignement militaire, la DRM, qui était sur place, en analyste, mais aussi sur le terrain, et qui a vu beaucoup de gens mourir, il me disait, on est à un tel degré de haine de la France, d'analphabétisme total, de déliquescence, d'état failli, un mélange c'est une convergence de catastrophes locales et régionales. Il me dit, on ne se rend même pas compte qu'à chaque fois, et c'est là que le général américain Petraeus avait raison, à chaque fois qu'on tue un djihadiste, ça fait pas 1 de moins, ça fait 10 de plus, ou 3 ou 4 de plus, parce que les bombes intelligentes n'existent pas, nos interventions sont contre-productives, et elles seraient utiles si on avait 150 000 hommes, mais avec 5 000 hommes réduits à 5 bientôt, ça ne sert à rien, parce qu'on a l'équivalent de toute l'Europe dans le Mais alors, c'est l'équivalent. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, à l'inverse, si on laisse ce foyer, si on se retire, admettons, est-ce qu'il n'y a pas le risque que l'Afrique subsaharienne bascule dans le djihadisme? Il y a ce risque, c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus d'hommes, mais est-ce qu'on va accepter? Parce que le problème, quand on fait une guerre, il faut la faire bien sûr. Ou on ne la fait pas. C'est comme un combat de boxe, on y va ou on n'y va pas. On ne retient pas son coup au dernier moment pour ne pas faire mal à l'autre. Ça, c'est complètement fou. Donc une guerre, soit on la fait, soit on ne la fait pas. Si on la fait, il faut le nombre d'hommes nécessaire. On sait que pour pacifier le Sahel, il faut non pas 5 000 hommes, mais 150 000 au bas mot. Je répète, c'est pas exagéré,
150 000. Et en plus, il faut associer à ce plan militaire un plan d'inclusion, un plan politique. Développement économique, bien sûr. Avec une vérité. Et la France n'a pas toujours été très maligne. Un exemple, Kanan Baye, un grand spécialiste du Mali, me disait, nous maintenant, on est pro-russe. Et je me demandais pourquoi. Il me dit, parce que les fait ce que vous avez fait, vous avez interdit à l'armée malienne elle-même de se rendre dans le nord du Mali, où la France a, parce qu'elle veut zéro mort, donc elle fait une petite magouille, et la France s'est arrangée avec ceux qui ont commencé le problème du Mali, c'est-à-dire les indépendantistes d'Al-Azawad. Et il me disait, alors peut-être qu'on a raison, mais du point de vue malien, mettez-vous à leur place, on intervient pour les aider, et on fait une zone où eux-mêmes ne peuvent pas, leur propre armée ne peut plus aller dans les zones que nous avons sécurisées, où en plus on a pactisé, dans une logique de retrouver une porte de sortie, on a pactisé avec ceux qui ont commencé le problème, c'est-à-dire qui ont attaqué Bamako et qui ont voulu détruire l'unité du Mali. Donc on n'a pas vraiment donc, pas de plan stratégique. Pour vous, oui, mais en l'absence d'un plan stratégique complet, le retrait est la seule solution. Malheureusement, est inéluctable. Je vais peut-être vous décevoir, mais moi je ne suis pas tout à fait ce qu'a décidé Macron récemment. Il est réaliste. Comme il sait qu'on ne pourra pas envoyer 50 000 ou 100 000 bonhommes, parce que là il y aura 5 000 morts ou 10 000 morts, c'est mathématique. Si on envoie 100 000, il y aura 5 000 morts. Eh bien, il s'est dit, on va sécuriser l'uranium du Niger, parce qu'on en est là. En fait, la France, elle a surtout des intérêts de certaines matières premières. Bien sûr, on a d'autres matières premières ailleurs, mais tout près du Mali et du Burkina, on a l'uranium du Niger. On en est à réduire nos forces, à une sécurisation de certains de nos citoyens, certains de nos fonctionnaires et des intérêts miniers. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça s'enflamme Il y a presque plus de risques que ça s'enflamme en restant. Et ça a été théorisé par Abou Bakr Naji, un des grands cerveaux de Al-Qaïda qui est récupéré d'ailleurs par Daesh. Il a écrit dans Le management de la barbarie un ouvrage majeur du djihadisme. Il faut pousser l'ennemi lointain faut le provoquer de sorte qu'il vienne faire la guerre chez nous. Et quand il fait la guerre chez nous, il s'embourbe, il tue des innocents et ça multiplie le nombre de gens qui adhèrent à la charia. Ça a été théorisé. C'est-à-dire qu'on tombe exactement dans leur panneau. Et on tombe dans leur panneau aussi quand on crie à halte à l'islamophobie après chaque attentat, ce qui est aberrant. Ils nous tuent au nom d'un suprémacisme foncièrement hostile à tout ce qui est mécréant, et le lendemain de chaque attentat, on hurle qu'on n'est pas islamophobe. Ça veut dire qu'on leur donne raison, parce que à chaque fois qu'ils font un attentat, ils commettent l'attentat au nom, c'est un prétexte, bien sûr, ils n'y croient pas un mot, de notre islamophobie qu'ils devraient combattre. Donc on tombe dans tous les pièges pratiquement inscrits dans les grands manuels des djihadistes connus. On a été très long déjà, mais c'est passionnant. Une petite remarque, cette affaire des sous-marins et du changement de pied de l'Australie, la France et la Chine, notre position à l'égard des États-Unis, comment vous analysez tout cela ? Je dirais que nous, la France comme l'Europe, c'est le dindon de la farce. Et autour du dindon de la farce et de la farce, il y a des prédateurs que sont les Américains et les Chinois. Aujourd'hui, c'est les deux grands prédateurs qui bénéficient de la mondialisation. L'Amérique avec ses applis et sa soupe world culturelle, Macworld, qui nous envahit et qui fait qu'on n'est même plus nous-mêmes. Bientôt, l'Europe ne sera plus du tout européenne. Pas uniquement à cause de l'immigration, mais à cause même de cette soupe culturelle américaine qui est extrêmement destructrice. Qui détruit toute culture et toute diversité. Et un autre prédateur économique aussi, c'est la Chine, et les deux nous livrent une véritable guerre économique. Les deux d'ailleurs violent plus ou moins l'esprit de l'OMC, la Chine de manière beaucoup plus flagrante, et les sous-marins, bon, on en a payé le prix. C'est qu'aujourd'hui les Américains, ils ne sont pas comme nous, ils demandent des retours sur investissement, et ils ont dit aux Australiens qui sont traumatisés par le dernier embargo chinois, qui les a mis à genoux, ils leur ont dit, on va vous protéger contre la Chine, parce qu'il va falloir que vous soyez forts pour leur résister. Mais maintenant, vous achetez plus rien qui ne soit pas décidé par nous, et surtout, quand c'est des choses stratégiques, il faut que ça soit cohérent avec le renseignement. Or, comme vous le savez, il y a une alliance des Five Eyes, les fameux 5 œils, 5 pays anglo-saxons, Nouvelle-Zélande, Canada, Grande-Bretagne, États-Unis, Australie. Ces 5 pays sont intégrés au niveau de la défense et du renseignement. Donc, malheureusement, les sous-marins américains nucléaires sont plus compatibles avec le milieu du renseignement qui a fait pression pour rompre le contrat avec nous. Et nous, en plus, qu'ils allaient accepter, que c'était viable de leur vendre des vieux sous-marins à combustible diesel électrique. Non, ça ne pouvait être que du nucléaire, surtout face à l'ennemi chinois, parce que les sous-marins nucléaires n'ont pas besoin d'être alimentés régulièrement, ils peuvent rester beaucoup plus longtemps furtifs. Et donc, on le savait, selon le renseignement forcé, depuis le 7 juillet. Le 7 juillet, on savait déjà... Donc, une nouvelle fois, Emmanuel Macron et son gouvernement ont failli.
Disons qu'ils ont failli, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais ils ne peuvent pas dire qu'on ne savait pas du tout jusque septembre. Est-ce que le rappel des ambassadeurs suffit, alors que je ne sais plus quel politologue disait dans un journal qu'on devrait quand même à un moment assurer notre indépendance nationale, ce que je propose depuis des années. Par exemple, il est insensé que Bercy utilise des firmes américaines pour dépecer nos entreprises et les vendre en fusion-acquisition, que le ministère de la Défense utilise des logiciels américains pour Ballard, son centre, que le ministère avec Microsoft pour les données de santé des Français, que le ministère de l'Éducation nationale travaille avec je ne sais plus quel fabricant de tablettes américain. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où plutôt que de rappeler l'ambassadeur pour constater un problème et faire de la mousse, le gouvernement français ne devrait pas à un moment, ce que faisait le général de Gaulle, retrouver notre indépendance technologique? Parce que la clé, c'était l'indépendance technologique. Et moi je suis d'accord avec cela, et pas parce que nous serions des nationalistes, des patriotes étriqués qui sont contre l'Europe, parce que je vais peut-être vous choquer, mais c'est ce que pensait aussi mon maître général gallois. Il disait, si l'Europe avait un projet de puissance et un projet de civilisation, la civilisation européenne devenue puissante, il me disait, ce serait relativement cohérent, peut-être que j'aurais pu être européiste. Mais l'Europe, c'est même pas ça. L'Europe, elle nous dépossède de notre souveraineté, elle nous oblige à acheter, à manger, à écouter des produits américains, parce qu'on est totalement américanisé sur tous les niveaux. Et l'Europe a été faite par quelqu'un, Jean Monnet, qui était un agent de la CIA et des banques américaines, et où tout cela est tout à fait vérifié. Travailler pour les Bien sûr. Donc un projet qui à l'origine avait pour but de créer un espace ami, mais une simple zone de consommation et d'enregistrement de produits et de décisions américaines, ça ne pouvait pas aller dans le sens de la guerre économique. Dans la guerre économique, il ne faut pas être naïf, il faut être souverain. Et donc c'est pour ça que nous proposons soit que l'Europe devienne souveraine, ce qui est impossible parce qu'elle n'en prend pas le chemin, soit si l'Europe ne nous permet pas d'être une puissance et de défendre nos valeurs civilisationnelles, notre identité, alors revenir à la nation française et sortir d'un certain nombre de traités contraignants. Le Brexit montre que c'est possible, sans forcément qu'il y ait de drame. Par exemple, ce qu'a dit Barnier est très intéressant. C'est un homme qui est un européiste et tout à coup il reconnaît lui-même que les traités européens, les conventions européennes, les directives européennes nous empêchent d'être souverains en matière d'immigration. Donc si quand même quelqu'un comme Barnier le dit, ce ne sont pas des géopolitologues. On va nous rendre raison, tout le monde va finir souverainiste, hein, quand la France sera finie. Je pense que d'où l'importance de réagir. C'est l'avenir des relations. Puisque la mondialisation, qui est un immense champ de concurrence, donne la part belle aux nations qui tirent leur épingle du jeu et qui, contrairement à nous, ne confondent pas la mondialisation et le mondialisme. Qui est une lecture idéaliste et fausse de la mondialisation. Ça sera le mot de la fin, et si je devais dire, c'est le résumé de ce livre. Ne confondons pas la mondialisation avec le mondialisme et armons-nous tout en coopérant avec les autres pour défendre les intérêts des Français et que nos enfants ne soient pas les esclaves des Chinois ou des Américains. Vaste programme, comme disait l'autre. Merci Alexandre Delval de ces magnifiques réponses à nos interrogations. À bientôt, n'hésitez pas à nous écrire.